croisée de l'Afrique et de l'Europe, l'Andalousie est une terre de contraste. Située à l'extrémité sud de la péninsule ibérique, bordée par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, c'est un véritable carrefour des civilisations romaines, wisigothes et arabes. Paysages, culture, artisanat et patrimoine exceptionnels font de cette région une destination incontournable. Séville. La capitale, le cœur économique, culturel et politique de l'Andalousie, est une des destinations touristiques les plus prisées d'Europe. C'est dans les ruelles ombragées de Santa Cruz, l'ancien quartier juif et son cœur historique, que se pressent les visiteurs. Principalement sur la place du Triomphe, qui doit son nom à ce monument discret, le temple du triomphe de Notre-Dame du Parrainage. Elle fait face à une autre sculpture, l'Immaculée Conception. À quelques pas de là, se trouve l'une des plus grandes cathédrales au monde. Notre-Dame du Siège de Séville a été construite en lieu et place de l'ancienne mosquée Almohade. Sa tour caractéristique, la Giralda, qui s'élève à plus de 100 mètres de haut, n'est autre que l'ancien minaret. Notre-Dame du Siège de Séville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Juste à côté se trouve le palais de l'Alcazar, la résidence des rois. Cet édifice fortifié fut construit au IXe siècle sur un ancien site romain. Ici, la cour des Demoiselles. Elle est appelée ainsi car, selon la légende, les morts auraient exigé 100 jeunes filles vierges par an comme offrande de la part des royaumes chrétiens de la péninsule ibérique. Cette splendide coupole hémisphérique dorée recouvre le salon des ambassadeurs. En dessous, une frise gothique aligne les portraits des monarques espagnols, depuis les Wisigoths jusqu'aux rois catholiques. C'est la partie la plus somptueuse du palais, où le roi recevait ses hôtes de marque. Les portes en bois sont particulièrement soignées, avec sa marqueterie d'époque. Les murs témoignent eux aussi d'un véritable savoir-faire dans le travail de la faïence. Cette partie du palais fut entièrement reconstruite au XVIIIe siècle. On la nomme le Salon des tapis, car elle est décorée de 6 gigantesques tapis de près de 300 ans, représentant la conquête de Tunis par Charles Quint. Oasis de fraîcheur en plein centre-ville de Séville, l'extérieur du palais constitue un élément incontournable de l'Alcazar. Disposés en terrasse, arborés de palmiers et d'orangers au milieu d'une végétation verdoyante, ces jardins comprennent d'innombrables pavillons, bassins et fontaines. Une autre place vaut le détour. La place d'Espagne, surnommée la Venise de Séville, pour son canal qui la traverse. Le célèbre réalisateur George Lucas a posé sa caméra ici pour y tourner une scène de la guerre des étoiles. La place d'Espagne est aujourd'hui le rendez-vous des artistes de rue, pour le plus grand plaisir des touristes de passage. Les bancs ornés de céramique peinte représentent les différentes provinces d'Espagne. Un moyen ludique de réviser sa géographie.
quelques kilomètres de là, Manuel Morillo est l'un des derniers artisans à maîtriser un art ancestral andalou, très prisé par les grandes fortunes du monde entier. Pour moi, c'est plus qu'un travail, c'est une passion. Disons qu'en comparaison, c'est comme avoir un enfant. Manuel commence par graver des motifs sur des plaques de plâtre. Il les dépose ensuite des peaux de mouton ou de chèvre afin d'épouser les formes imaginées. Une feuille d'argent est alors collée sur l'embossage. Le reste du travail consiste à peindre les reliefs. Graveur, ébéniste, peintre, ce travail regroupe de nombreux talents et peut prendre parfois plusieurs mois. Manuel aime se définir comme un homme orchestre qui produit à lui seul une œuvre complète. Tout ce que vous pouvez voir a été réalisé à la main, de la conception à la finalisation. Cet artisanat fonctionnel et décoratif se nomme le guadamésil. Il reflète l'âme de l'Andalousie, car d'origine arabe, puis perfectionné par les Castillans. Ici, je n'utilise qu'une machine, ma main droite et la gauche. Bordant l'océan Atlantique, le parc national de Doñana est le plus grand site naturel protégé d'Europe. Il est adossé à la rive droite du fleuve Guadalquivir, jusqu'à son embouchure à l'ouest du détroit de Gibraltar. Sur plus de 54 000 hectares, le parc offre une variété exceptionnelle de paysages faits de dunes et de marais, de lagunes et de maquis. Plus de 300 000 personnes le visitent chaque année, attirées par son exceptionnelle faune aviaire. En effet, 150 espèces d'oiseaux y trouvent refuge. Ce ne sont pas les trains mais les bateaux que ce bétail regarde remonter le Guadalquivir. Leur élevage remonterait à près de 3000 ans. C'est aussi là que vivent les chevaux Marismeña, qui sont considérés comme les équidés sauvages les plus anciens d'Europe. En bordure des marais, le village d'El Rocio. Ici, pas de pavés, et encore moins de bitume, juste de la terre et du sable. Devant chaque maison, on peut même attacher son cheval. Au cœur du parc de Doñana, une forêt de pins s'étend à perte de vue jusqu'à l'océan.
La falaise de l'Asperio se dresse face à l'océan Atlantique. Avec ses dunes fossiles de 30 mètres de hauteur, c'est la falaise de ce type la plus haute d'Europe. Elle s'étend sur plusieurs kilomètres et se pare de différentes couleurs tout au long de la journée. À l'ouest du parc, à quelques kilomètres de la frontière portugaise, se trouve Palos de la Frontera. C'est de ce port que Christophe Colomb a mis les voiles vers un nouveau continent. Avec ses 2 caravelles, la Niña, la Pinta, son navire amiral la Santa Maria et ses 90 hommes d'équipage, il s'engage sans le savoir dans une aventure qui changera la face du monde. Ces 3 navires ont été reproduits à l'identique à l'occasion du 500e anniversaire de la découverte des Amériques. Monter à leur bord et descendre dans la cale permet d'imaginer le quotidien de ces marins d'un autre temps. Dans sa cabine, Christophe Colomb était lui aussi soumis à des conditions de vie spartiates. À proximité, un monument honore la mémoire de l'explorateur. Il fait face au monastère de la Rábida, lieu de vie des moines franciscains. C'est ici, en 1485, que Christophe Colomb trouve refuge, conseil et soutien pour préparer son voyage vers ce qui deviendra l'Amérique. Après avoir été conduit par le roi du Portugal, c'est auprès des 2 frères du monastère, Juan Pérez et Antonio de Marquena, qu'il trouve une oreille attentive. Dans cette petite pièce de quelques mètres carrés va se jouer le futur de l'expédition. Les 2 moines et le navigateur s'y rencontrent quotidiennement pour élaborer leurs plans. Dans les étages, la salle à manger devient leur lieu de rendez-vous. Et l'on s'imagine aisément Christophe Colomb se tenant près de la fenêtre à contempler l'horizon. Sur les murs du salon, les scènes de ce voyage extraordinaire qui changea la face du monde restent immortalisées. Des tableaux dévoilent les portraits des 3 capitaines qui mirent leur bateau à disposition de l'explorateur. Une autre œuvre raconte la découverte des îles des Bahamas, la première terre foulée par ces hommes épuisés et affamés. Dans une pièce voisine sont exposées les correspondances officielles et les lettres de créance. À l'étage supérieur, des échantillons de terre rapportés des Amériques ainsi qu'une scène illustrant le navigateur dans ses derniers jours marquent la fin de la visite. Quittons un instant la côte pour se rendre à 180 km plus à l'ouest, dans la ville de Xérès. Célèbre pour son vinaigre, Xérès est aussi connu pour son vin doux, très prisé des Anglais, le sherry. Du temps de la navigation à voile, les navires anglais en route pour les Indes se chargeaient de tonneaux de sherry pour lester leurs bateaux, ce qui avait pour vertu, avec le tangage et le roulis, de vieillir et bonifier le vin. Xérès est aussi connu pour son école royale d'art équestre. Elle est située au cœur de la ville, au milieu d'un parc enchanteur.
L'école est devenue royale lorsque Juan Carlos accepta d'en prendre la présidence d'honneur en 1987. Tous les métiers de l'art équestre y sont représentés. On y vient même pour apprendre le travail de sellerie. Chaque écurie porte le nom d'un cheval fondateur de l'institution. Ils ont même leur arbre généalogique. Les chevaux royaux se distinguent des autres résidents par leur robe blanche et aux tatouages sur leur flanc arrière. Il est aussi possible de visiter la sellerie, un lieu majestueux où l'odeur du cuir est omniprésente. Tous les types de selles y sont représentés. Ici, une selle espagnole. Là, une selle de cow-boy. Chaque jour, un spectacle est offert aux visiteurs. Une chorégraphie en musique où les équidés enchaînent les acrobaties. De retour sur le littoral se trouve l'une des plus vieilles villes d'Europe occidentale, Cadix. C'est de là que partaient et revenaient les navires chargés d'or du Nouveau Monde. C'est dans cette ville que fut élaborée la première constitution espagnole au début du XIXe siècle, alors que le pays se révoltait contre l'occupation française. Cadix et sa centaine de tours belvédères regardent vers le large. La plus emblématique est la tour Tavira. Elle domine la vieille ville du haut de ses 45 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle porte le nom de son vigie, le lieutenant Antonio Tavira, qui annonçait l'arrivée des navires. À l'étage inférieur, la visite se poursuit dans l'obscurité. Grâce à un procédé composé de lentilles optiques et de miroirs, une chambre noire permet de voir toute la ville s'animer en direct et en couleur. Maintenant, nous pouvons apercevoir cette tour très spéciale. De par sa forme octogonale, nous allons voir une tour un peu cachée. Elle est située dans une rue très étroite. On ne voit pas la tour depuis la rue. On peut la voir seulement d'ici. Derrière la place du marché, nous avons le bureau de poste. Derrière l'église, il y a le vieux château. Quittons maintenant la côte pour l'intérieur des terres à la découverte de Ronda et des magnifiques gorges de Taro qui coupent la ville en deux. Niché à près de 100 mètres de haut, un pont relie les deux moitiés de la cité. L'une est l'œuvre de Abou Nour, un chef de tribu berbère qui, au XIe siècle, transforma Ronda en citadelle imprenable. L'autre fut construite plus tard, au XVe siècle.
C'est sur cet éperon rocheux qui domine la plaine andalouse qu'est née au XVIIIe siècle la corrida. Fondées en 1785, les arènes de Ronda sont parmi les plus anciennes d'Espagne. Par le passé, cet événement se déroulait sur les places des villages. Les arènes étaient alors délimitées par de simples barrières en bois. La monarchie a essayé pendant longtemps d'interdire ce spectacle jugé trop dangereux. Mais le cœur du peuple l'a toujours emporté sur la raison royale, faisant de la corrida un marqueur culturel. Pour comprendre cette passion si controversée, direction Reserva Toro, un site classé réserve de la biosphère par l'UNESCO. Rafael Terrada est l'un des toréadors les plus célèbres du pays et dirige ici un élevage de taureaux de combat. Le taureau est l'animal roi en Espagne et en Andalousie. Il représente un totem pour les cultures méditerranéennes depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, nous sommes les gardiens de cet animal et de cette culture millénaire. La tauromachie est un art unique au monde, fait par un homme et un animal. En Andalousie, plus précisément à Ronda, l'art de la tauromachie a été inventé tel que nous la connaissons aujourd'hui lors de la révolution culturelle au XVIIIe siècle. Ronda est très important dans la tauromachie et à Reserva Toro, nous perpétuons cette tradition qui provient de nos montagnes. Reserva Toro dispose aussi d'un petit musée où l'on retrouve les costumes et les accessoires de Rafael. Une véritable plongée dans l'univers de la tauromachie. À une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Ronda, caché dans la montagne, un lieu insoupçonné renferme des trésors vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Thomas administre la grotte de la Pileta. C'est son grand-père qui l'a découverte en 1905, alors qu'il cherchait du guano de chauve-souris pour fertiliser son jardin. Sous les yeux du grand-père de Thomas, se dévoilent 2000 mètres de galeries et des peintures vieilles de plus de 40 000 ans. Il a vraiment eu une grande émotion. C'était quelque chose de magique, de religieux. Mais il n'a pas interprété ces dessins comme des dieux, mais plutôt comme un culte rituel. Il ne s'imaginait pas que c'était aussi ancien. Car en 1905, il n'y avait pas encore de moyens pour prouver que cela provenait de la préhistoire. Si l'on peut s'émerveiller de la beauté de l'action du temps et de l'eau sur la roche, ce sont les peintures datant du Paléolithique que l'on vient voir.
Ces chevaux font partie des 134 œuvres d'art pariétal connues dans le monde. Ici, de mystérieux bipèdes ailés, vieux de 20 000 ans, nous font dire que le concept des anges pourrait être bien plus vieux qu'on ne l'imagine. Il y a 3 taureaux. Celui-là est le plus ancien. Il date de l'époque aurignacienne, il y a 40 000 ans. Le second de l'ère graftien, il y a 22 000 ans. Et le dernier date de la période solutréenne, il y a 20 000 ans. Elles sont toutes les 3 du Paléolithique, mais de dates différentes. Pour ne pas détériorer les peintures, la grotte n'est pas éclairée. Autrefois, la visite se faisait même au flambeau. L'obscurité du lieu nous plonge dans l'ambiance des hommes des cavernes. Ça, c'est un orgue ou un xylophone. C'est très intéressant car cela produit du son quand on le frappe. Nos ancêtres l'utilisaient déjà. On retrouve sur l'orgue des traces d'os d'animaux. Les cavités ont des tonalités différentes à la manière d'un xylophone. Les Beatles étaient en vacances ici dans les années 60. Et il semblerait que Ringo Starr ait joué une mélodie sur cet orgue. À plus de 160 km au nord, Cordoue est une étape inévitable de tout voyage en Andalousie. Pendant 20 siècles, le pont des Romains a été le seul à relier les 2 rives du fleuve Guadalquivir qui traverse la ville. Temple romain devenu église, puis mosquée et finalement cathédrale, Notre-Dame de l'Assomption est le monument phare de la cité. Sa cour intérieure aux dizaines d'orangers est particulièrement recherchée pour sa fraîcheur. Cordoue peut s'enorgueillir de posséder l'un des plus grands centres historiques d'Europe. Depuis 1994, il est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On se perd aisément dans ce dédale de ruelles. L'une d'elles, la ruelle des Fleurs, est considérée par certains comme la plus belle d'Espagne. Non loin de là, il faut pousser la porte de la synagogue, un bâtiment qui a connu de multiples vies. Devenu un temps hôpital, puis ermitage, ensuite école publique, pour finir comme monument classé. C'est ici, au cœur du quartier juif, que l'on trouve les meilleurs artistes de flamenco du pays. Ne dit-on pas que c'est à Cordoue qu'est né le flamenco? Au patio de la Ruderia, on peut profiter d'un spectacle dans une ambiance authentique autour d'un repas de gastronomie locale. La décoration s'inspire des 3 religions et des traditions andalouses. Eduardo est passionné de flamenco. Originaire de Cordoue, il est guitariste professionnel.
Il joue ici 3 soirs par semaine. Beaucoup d'artistes célèbres sont venus ici pour improviser après leur concert. C'est un honneur de jouer ici. Le flamenco, c'est vraiment l'esprit de l'Andalousie. C'est un plaisir de partager ma passion avec les touristes. Jaén, à 50 km à l'est de Cordoue, est l'une des plus vieilles villes d'Europe et une destination peu connue qui mérite pourtant le détour. Construite à flanc de collines, elle est dominée par une impressionnante forteresse médiévale. Si sa cathédrale, ses places ombragées et ses petites rues escarpées séduisent immédiatement, le palais de Vilardompardo est un lieu à ne pas rater. Édifié à la fin du XVIe siècle, il abrite aujourd'hui le musée des arts populaires. Faïence, poterie, tissage et art folklorique témoignent du riche patrimoine de Jaén. Mais le véritable trésor du palais se situe au sous-sol, où l'on peut découvrir les restes des bains arabes datant du XIe siècle. Dans ces pièces se dégage calme et sérénité, tel qu'il devait exister au milieu des vapeurs un millénaire plus tôt. Ces bains sont considérés comme les plus vieux et les plus grands d'Espagne. La terrasse du centre culturel offre une vue imprenable sur la ville et sur les champs d'oliviers qui s'étendent à perte de vue. Jaén est connue pour sa culture de l'olive. On y trouve l'une des meilleures huiles du monde. Au sein de l'entreprise d'oléiculture orobayenne, on perpétue cette renommée mondiale. Ici, on surnomme l'huile d'olive l'or liquide. José, le gérant, supervise minutieusement la production de la récolte jusqu'à l'embouteillage. Jaén possède le parc naturel le plus grand du monde avec ses 66 millions d'oliviers. José ne s'interdit pas d'utiliser des machines, car la rapidité est primordiale. La région est totalement recouverte d'oliviers et pour obtenir un jus de qualité, la cueillette doit se faire en quelques jours. Les récoltes qui se font dans la province de Jaén sont supérieures à la production totale d'Italie. Le secret de notre huile tient dans un ramassage précoce. Nous le réalisons vers fin octobre, début novembre. Le temps doit être très court entre la récolte et le broyage. Une fois effeuillées, les olives sont triées puis déversées dans un broyeur pour finir en purée, prête à être pressée et filtrée. L'or liquide de José finit dans les cuves en inox.
avant d'être embouteillé puis vendu au plus vite pour conserver au mieux sa saveur unique. Bordée par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, l'Andalousie dispose d'une forte culture maritime. Ici, la pêche est raisonnée et pratiquée avec les mêmes moyens qu'autrefois. Si la journée est pluvieuse ou la chaleur trop forte pour profiter du littoral, il suffit de parcourir quelques kilomètres dans les hauteurs pour visiter une ancienne mine, la géode de Poulpy. Elle abrite une merveille à laquelle on parvient en empruntant le même chemin que les anciens mineurs. Cette mine de fer a commencé à être exploitée en 1840, avant d'être abandonnée pendant la guerre civile espagnole et de tomber dans l'oubli. En 1999, elle refait surface lorsqu'un groupe de minéralogistes y découvre la plus grande géode minérale d'Europe. Mettez votre pied là, à droite, très bien. 8 mètres de long, 2 mètres de haut et recouverte d'énormes cristaux pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres. La géode de Poulpy constitue un phénomène unique au monde. On la surnomme la maison de Superman, car elle fait penser à la fameuse kryptonite du super-héros. Chacun son tour. Allez, vous pouvez descendre. En route maintenant pour Tabernas, l'unique désert d'Europe. Ces paysages ressemblent tellement à ceux de l'Ouest américain qu'ils ont servi dans de nombreux westerns spaghetti, notamment les films de Sergio Leone. Les décors des années 60 ont été refaits à l'identique 30 ans plus tard pour devenir aujourd'hui le parc d'attractions Mini Hollywood. Une véritable reconstitution de la conquête de l'Ouest. Saloon, bureau du shérif, mine d'or, église en bois, rue de terre et de sable, ou belles indiennes, rien n'a été oublié. Une fois par jour, un spectacle y est donné. On se retrouve alors dans un véritable western. Manuel, l'un des artistes du parc, est passionné par ce métier qui le ramène à son enfance. En vérité, pour moi, c'est un plaisir de jouer au cow-boy et au pistolet alors que je suis un adulte.
Sa femme et lui sont musiciens. Ils proposent une plongée dans l'ambiance d'un saloon d'autrefois. Mais le clou du spectacle, c'est le French Cancan. Une danse que l'on trouvait autrefois très osée et qui mettait toute la gente masculine en émoi. Une des étapes phares du périple andalou est Grenade, l'ultime cité de la péninsule ibérique, prise par les rois catholiques aux musulmans. Elle fut édifiée sur plusieurs collines des contreforts de la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada. Grenade, c'est la destination romantique de l'Andalousie. On vient de loin pour s'y marier. Il faut se perdre dans le marché de Alcaceria, haut lieu de l'artisanat, célèbre notamment pour sa maroquinerie. On y trouve également de très beaux éventails fabriqués à la main dans les Asturies, une région au nord du pays. Grenade dispose de nombreuses églises et sa cathédrale, située au cœur du centre historique, est incontournable. Changer de colline, c'est changer d'univers. Sacromonte est l'ancien quartier juif devenu gitan avec l'arrivée des rois catholiques. Il est célèbre pour ses habitations troglodytes aux murs blanchis à la chaux. En empruntant un sentier, on arrive au quartier mauresque de l'Albicine. Sa construction remonte à l'Antiquité et n'a pas beaucoup changé depuis. La place Saint-Nicolas offre la plus belle vue sur le monument phare de Grenade, l'Alhambra. Tous les jours, de nombreux joueurs de flamenco s'y donnent rendez-vous. L'Alhambra est le monument le plus visité d'Espagne. Ce prestigieux témoin de la présence musulmane dans la péninsule ibérique fut préservé lors de la reconquête du territoire par les catholiques, alors émerveillés par la beauté du lieu. Mais ils décidèrent tout de même d'y construire rapidement un nouvel ouvrage, le palais de Charles Quint, pour graver dans la pierre la reprise en main du royaume. À l'entrée de l'édifice, des bas-reliefs racontent cette longue guerre entre les Castillans et les Maures. À l'intérieur, l'inspiration romaine est partout. La pierre rappelle à chaque instant le changement de religion et de coutume. Juste derrière, l'église Santa Maria de l'Alhambra fut construite sur les ruines de la mosquée.
Une bonne journée est nécessaire pour voir l'ensemble du palais. Mais c'est assurément le soir, depuis les hauteurs de la ville, au soleil couchant, lorsque les neiges de la Sierra Nevada virent au rose, que la beauté de l'Alhambra marque les esprits de manière indélébile. Si la Costa del Sol et ses plages de sable fin sont prises d'assaut par le tourisme de masse en été, elle est beaucoup plus fréquentable au printemps ou en automne. Marbella est sans doute la station balnéaire la plus connue et la plus prestigieuse de la Costa del Sol. Ce qui n'était auparavant qu'un village de pêcheurs est devenu dans les années 50 le rendez-vous de la jet-set. Si la ville a connu une phase de déclin dans les années 90, elle connaît un nouvel essor depuis 10 ans. Après une journée à la plage, rien de tel que d'aller flâner à Puerto Banús, le port de plaisance, pour y admirer les yachts et les voitures de sport. Juste à côté se trouve Malaga, la grande ville côtière d'Andalousie. Son marché central d'Atarazanas est dominé par un magnifique vitrail qui retrace à lui seul toute l'histoire de la région. Les caravelles de Christophe Colomb, la Giralda de Séville, l'Alhambra de Grenade. Sous sa structure métallique du XIXe siècle se mêlent les odeurs des ingrédients de la gastronomie andalouse. Sur les étals du marché, on retrouve les olives de Jaén. Les langoustines pêchées le jour même sont une spécialité locale. Tout comme le mérou ou les dorades. Sans oublier tous les types de fromages espagnols et l'incontournable jambon ibérique, le pata negra. Le marché d'Atarazanas dispose de quantité de bars et de restaurants pour y déguster en outre le mythique plat national, la paella. Dans le centre-ville, le superbe palais épiscopal est collé à la cathédrale de l'Incarnation. On peut ensuite déambuler à pied ou en vélo dans le quartier branché de Soho, un lieu en pleine réhabilitation très recherché. Malaga, c'est aussi la ville natale de Picasso. Un musée lui est consacré où l'on peut voir 5 de ses œuvres. À quelques pas de là, se trouve la Fondation Picasso, installée dans la maison du peintre. On y trouve quelques objets lui ayant appartenu. Toute la ville est empreinte de l'œuvre du maître. Les artistes de rue, eux aussi, s'inspirent et profitent de cette Picasso-mania. Dans le quartier de la Juignas, on peut admirer une exposition aussi permanente qu'éphémère de street art. Les peintures changent souvent et donnent un aspect unique à la visite en phase avec son temps.
Dans cette terre ou en bord de mer, cette contrée aux origines multiples saura vous surprendre et vous émerveiller. Culture, nature, rencontres, l'Andalousie grave dans la mémoire des souvenirs éternels.